Bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui un focus que l'on va faire sur le livre de notre invité que je vais vous présenter évidemment immédiatement, Franck Cazenave. Bonjour à vous. Bonjour Aurélien. Merci d'être là. Alors Tesla a tué la bagnole. C'est un titre qui donne envie d'en savoir plus. Donc on va effectivement parler de ces on va parler des grosses évolutions du marché automobile et de la manière dont évidemment Tesla a bousculé pas mal de choses évidemment. Peut-être avant de rentrer dans le concret de votre livre, un petit mot sur votre parcours, carrière. C'est pas votre premier livre sur l'automobile. Vous avez automobile mobilité, c'est votre quotidien depuis un petit moment. De toute ma vie professionnelle, donc j'ai travaillé chez un constructeur, chez deux équipementiers automobiles, un français, un allemand. Je travaille pour une plateforme de covoiturage. J'ai écrit effectivement déjà d'autres livres, Stop Google, La Robomobile. Ouais. Donc je dirais que je baigne dans l'automobile et la mobilité depuis toujours. C'est Citigo en ce moment, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on peut le citer. Merci bien. C'est autorisé. Et donc voilà, ça vous donne aussi ce regard sur l'évolution du secteur avec effectivement constructeurs, équipementiers qui voient débarquer un ovni comme Tesla, voilà, on l'a déjà beaucoup dit, un peu raillé au départ et puis qui a fini par faire un petit peu ses preuves. Le postulat de votre livre, on peut dire que c'est la bagnole est morte, vive l'automobile. C'est un peu l'idée. C'est effectivement, dans la quatrième de couverture, je finis en disant Tesla, en tuant la bagnole, réinvente l'automobile. Ouais. Et en fait, c'est plus le même produit, à la fois dans sa conception. Tesla a amené beaucoup d'innovations, dans le mode de distribution. Tesla a son propre réseau, dans l'écosystème que Tesla a construit, puisque Tesla a ses bornes de recharge, on a plus de 50 000 dans le monde. Ouais. Donc, c'est tout un écosystème. Et avec le logiciel, sur le logiciel, il y a des mises à jour régulières. Donc, votre véhicule, au cours du temps, il continue d'évoluer, de s'améliorer. Et tout ça, c'est novateur dans le monde de l'automobile. Ouais. Et ça se différencie complètement de ce qui existait auparavant. Donc, c'est pour ça que, voilà, Tesla a tué la bagnole, donc effectivement a tué un peu le format traditionnel. Parce que si on veut rester sur le 100% électrique, on peut dire que la Renault Zoé, ça reste à une bagnole et que la Tesla a apporté des choses différentes que vous venez d'évoquer. Je pense que la Zoé, elle reprenait des codes de la bagnole. Par exemple, sur le freinage régénératif, il était très peu puissant. Par exemple, on restait sur ce qu'on appelle le pédale fil dans le monde automobile, qui était très proche d'un véhicule thermique. Donc voilà, c'était pas une révolution complète. Là, avec Tesla, avec ses différents modèles, comme j'en parle dans le livre, les évolutions qui ont été faites, on a changé de dimension, on a changé d'air. Et quand même sur le logiciel, par exemple, sur les mises à jour, tous les constructeurs veulent faire la même chose que Tesla. Sur les bornes de recharge, des constructeurs s'allient aussi pour créer leur propre réseau. Ouais. Donc on voit que Tesla a énormément innové. A pris les risques aussi, clairement, ne serait-ce que si on reste sur le réseau, ça pouvait être un gros risque d'avoir comme ça des superchargeurs partout. Il faut financer. Déjà, voilà. Il faut engager l'argent et puis après, il faut que les clients viennent. C'est ça. Donc il y a eu effectivement énormément de risques. Alors, je dirais Tesla pouvait se permettre de prendre des risques parce qu'il partait d'une page blanche. Ouais. C'est plus facile quand vous n'avez pas d'historique de pouvoir prendre des risques et de redéfinir complètement et de renverser la table, de bousculer l'existant. Et c'est ce qu'a fait Tesla en démarrant en 2003 et puis petit à petit en évoluant avec un premier véhicule qui était le Roadster qui était très confidentiel et puis jusqu'au succès qu'on connaît, le modèle Y qui l'année dernière a été le véhicule le plus vendu au monde, même devant les thermiques. C'est la première fois qu'un véhicule électrique est le plus vendu au monde en Europe. Parce qu'effectivement, il y a eu Model S, Model 3, et effectivement, donc, il y a le X également, mais c'est vraiment effectivement le modèle Y, même si les autres avaient évidemment fonctionné aussi, qui a eu ce côté impact mondial avec ces gigafactories qui existent en Asie, en Europe avec l'Allemagne. Donc il y a forcément là, ce maillage qui a fini par payer forcément. Bien sûr. C'est-à-dire que, et aussi la force de Tesla, c'est décliner le même véhicule, exactement le même, partout dans le monde. Ouais. Que vous achetez le véhicule en Chine, en Europe ou aux États-Unis, vous avez toujours le même véhicule. Donc aussi, il arrive à quand même comprendre, enfin Tesla arrive à comprendre ce que des consommateurs qui sont dans des pays complètement différents, avec des cultures différentes, ont en commun.
et propose des produits qui rencontrent un succès par rapport à cette demande et ses consommateurs. Et sur les évolutions de fond de l'industrie, il y a effectivement cette logique de peut-être que Tesla était d'abord une boîte tech et est devenu un constructeur automobile, alors que les constructeurs type Renault, Stellantis, pour parler des Français en tout cas, et de leur patron Luca De Meo et Carlos Tavares, qui disent là, je veux que mon entreprise devienne une boîte de tech. Ils le disent clairement depuis quelques mois, quelques années. C'était un peu la logique inverse pour Tesla. Ouais, c'est bien résumé. En fait, Elon Musk, qui est cofondateur de Tesla, il baigne dans l'informatique depuis qu'il est gamin. Donc, c'est une boîte tech. En plus, avant de créer Tesla et SpaceX, Elon Musk avait cofondé PayPal, qui était donc une solution de paiement complètement numérique. Donc, lui vient du logiciel et s'est attaché à amener cette vision-là dans l'automobile. Et effectivement, les constructeurs qui, eux, viennent d'un produit qui est mécanique, parce que la grande différence de la bagnole, la 2 chevaux de ma grand-mère, Jeanne, c'était une bagnole complètement mécanique. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait aucune assistance, il n'y avait rien. Donc là, avec Tesla, on est dans l'électronique qui est partout. Et donc, on voit bien qu'on a changé complètement d'univers. Et pour les constructeurs automobiles traditionnels, il y a le besoin de passer d'une logique mécanique à une logique digitale. Et c'est là où on voit, c'est pour ça que la bagnole, elle est tuée, qu'elle est réinventée à travers le véhicule électrique. Et avec cette logique aussi de mise à jour plus ou moins permanente, et de se dire que la durée de vie du véhicule va forcément évoluer, changer. On ne pourra pas, encore une fois, faire un copier-coller avec la bagnole qui avait un cycle de vie. Alors ça peut être 3 ans pour les loueurs et puis après elle repart sur le marché. Le particulier qui veut la garder 7, 8, 9, 10 ans. La logique sera forcément différente. Exactement. En fait, avec les mises à jour, on perçoit son véhicule qui évolue. Mais pas seulement pour de la cosmétique, aussi dans des fonctionnalités, sur des aides à l'assistance, par exemple sur le stationnement, sur la reconnaissance de panneaux, sur la reconnaissance d'informations. On sera peut-être un petit peu moins dans la voiture qui perd de la valeur dès qu'on l'achète. C'est-à-dire qu'elle pourra en récupérer, enfin en tout cas en perdre moins peut-être, si c'est pas ne pas en perdre du tout. Alors Aurélien, malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que la TVA s'applique toujours, même sur les véhicules électriques. Donc quand elle sort du garage, les 20% de TVA sont perdus. Et puis bon, il y a aussi des évolutions sur l'autonomie. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que. Mais malgré tout, l'idée, c'est de se dire qu'on peut se remettre un peu à jour sur certains aspects, en tout cas. Bien sûr, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une puissance de calcul qui est assez dingue dans une Tesla. Faut imaginer qu'il y avait les plus gros ordinateurs début des années 2000. En fait, on a la même puissance de calcul aujourd'hui dans une Tesla. Donc, vous avez la puissance de calcul et c'est le logiciel qui est mis à jour et vous profitez de la puissance de calcul pour avoir des améliorations qui n'ont pas été forcément pensées, qui n'étaient pas abouties. Aussi, il y a des demandes clients, et j'en parle et je donne différents exemples dans le livre, des clients qui demandent des nouvelles fonctionnalités et les ingénieurs de Tesla vont les coder et les rendre disponibles pour les consommateurs. Ça fait partie effectivement des grosses évolutions. Et alors, ce qui est un peu une évolution pour Tesla, c'est aussi être confronté à des difficultés un peu classiques, entre guillemets, d'un constructeur. Là, on le voit en ce moment, on parle de tailler dans les effectifs, la production qui peut être ralentie un petit peu en Chine pour certaines raisons, qui va repartir. Il y a le match avec BYD, trimestre par trimestre, qui se joue. Il n'y a pas non plus qu'un tapis rouge, il y a aussi des difficultés auxquelles on est confronté. Et là, du coup, un peu plus comme un fabricant de bagnoles classique. Ouais, j'ai envie de dire, enfin, c'est quand même une start-up, Tesla. C'est une boîte qui a 20 ans et qui a failli mourir au moins 2 fois. Là, Tesla, entre 2021 et 2023, en 2 ans, Tesla a embauché 70 000 personnes dans le monde. Il n'y a aucune entreprise française qui a embauché 70 000 personnes en 2 ans. Aucune. Donc là, ils réduisent les effectifs de 14 000 personnes. C'est dramatique pour les gens qui perdent leur emploi, bien évidemment. Et si on se dit, ça veut dire qu'à la fin du cycle de 3 ans, c'est 55 000 personnes en plus. C'est la moitié des effectifs de Renault dans le monde entier. Donc voilà, il faut quand même se le dire. Donc là, il y a un coup de mou.
La conjoncture, elle est plus difficile. Il y a les aides qui ont été arrêtées en Allemagne, par exemple. Donc, le marché du véhicule électrique en Europe est en léger déclin. Donc, tout ça fait qu'il y a une atmosphère, un climat qui n'est pas propice. En plus, Tesla a une usine en Allemagne. L'Allemagne arrête les aides. Donc, forcément, ça n'aide pas Tesla sur le marché allemand, qui est le premier en Europe. Ouais. Donc, les résultats sont moins bons. L'année 2024 ne sera pas une bonne année. Et il faut de nouveaux produits qui ont été annoncés par Elon Musk, qui vont arriver mi-2025. Donc là, il y a 18 mois qui vont être durs, où ce constructeur qui en a déjà connu des coups de mou doit faire face et va faire le dos rond. Enfin, ils gagnent quand même de l'argent, même s'ils en gagnent moins qu'avant. C'est ça. Parce que les résultats qu'on met quelques bémols, mais c'est pas du catastrophisme, loin de là. Voilà, enfin, je pense que toutes les entreprises du monde aimeraient gagner de l'argent à la fin du premier trimestre de 2024, et malheureusement, c'est pas le cas. Et Tesla continue à gagner de l'argent, en gagne beaucoup moins. Et donc, ça montre quoi ? Ça montre surtout qu'il y a une compétition mondiale, et j'en parle dans le livre, parce que le livre n'est pas que sur Tesla. Je parle de l'Europe, je parle de la Chine. C'est l'impact de Tesla sur un peu tous les autres, sur tout le marché. Exactement, sur tout le marché, sur les acteurs. Et la Chine et les constructeurs chinois attaquent le marché au niveau mondial électrique. Ils bénéficient d'un marché local de 25 millions, qui est 2 fois plus gros que le marché européen, et ont décidé d'exporter leurs véhicules, de conquérir de nouveaux marchés. Donc Tesla est sous pression, mais ça veut dire que tous les constructeurs européens sont sous la pression aussi des constructeurs chinois. C'est ça qui se joue, et c'est ça aussi que je raconte à travers le livre. Eh bien oui, c'est un livre très intéressant, plein de chapitres complets, et effectivement, c'est la porte d'entrée Tesla. C'est pas, il y a un peu d'historique évidemment de Tesla, mais c'est pas que ça effectivement. Donc une lecture à vous conseiller, vous qui forcément êtes passionné par ces sujets. Merci à vous, Franck Cazenave, d'être venu, et puis au plaisir de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Et on vous retrouve évidemment très vite sur Mobility TV. Merci à vous.